Bienvenue sur, Data Watch, pour un nouvel épisode. Pour rappel, Data Watch, c'est basé sur, le la veille, data que je peux faire le vendredi sur LinkedIn, où je liste des liens d'articles qui sont sortis dans la semaine et on approfondit ces articles-là avec Axel. Et donc aujourd'hui, on a aussi un invité qui a rédigé l'article, un des articles que j'ai pu partager la semaine dernière, qui est Florent, qui est avec nous. Bonjour Florent. Salut Bertrand, salut Axel. Salut Salut. Axel. Pour rappel, donc, je suis Bertrand Fabre, je suis data ingénieur et je suis dans la data depuis 2011, donc ça fait déjà quelques temps. Axel, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, Axel Mauroy, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis data eng. En ce moment, je suis chez Sphère et ça fait, plusieurs années que sur lesquelles, je travaille pour plusieurs clients, plusieurs missions, plusieurs Mmh. technos, en ce moment sur Google Cloud, et voilà, je te laisse la main, Florent. Yes, bah déjà merci de me recevoir, Bertrand et Axel, dans Avec le plaisir. podcast. Donc bah ouais, je m'appelle, Florent Jakubowski, je suis, machine learning et data engineer. J'ai un peu alterné en fait, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis dans la data, et j'ai un peu alterné entre des postes justement, plus, centrés sur le machine learning et d'autres plus sur le data engineering. Là, Mmh. je suis plus, sur du data engineering et notamment, plus sur la partie streaming. OK. Mais j'ai fait un peu des 2, donc les ces 2 domaines, le machine learning et le data engineering qui me plaisent et que j'essaye de développer, de me tenir à jour, continuellement, sur ces sujets-là. OK, Voilà. d'accord. Merci Florent. Et aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, donc c'est ton post, LinkedIn Florent, donc qui fait une réflexion en fait sur les différences entre l'ETL et l'ELT. On va aussi aborder, le rôle d'analytics engineer. Un package, ou on va dire un nouvel interpréteur Python qui est sorti, qui s'appelle Rust Python, donc qui est vraiment tout jeune. Un nouveau package aussi en Python qui s'appelle SQL Frame et pour finir, on parlera aussi, de l'utilisation d'un RAG qui génère du SQL. Donc on va commencer par, ton post Florent sur, les différences ou en tout cas ta réflexion entre l'ETL et ELT. Est-ce que tu peux parler un peu de ton post? Yes, alors mon poste, alors il y a aussi une vision un peu, vulgarisatrice, parce que je fais beaucoup de vulgarisation quand même sur LinkedIn. Ouais. Et le but, c'était, en fait, je cherchais des articles sur, justement ETL, ELT, et je voyais qu'on critiquait beaucoup, côté, ETL, le problème de tout ce qui était dimensionnement, scalabilité et cetera. Mmh. Et je me disais: «Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas et c'est quand même beaucoup plus facile de scaler facilement, un ETL, de le dimensionnement pareil, c'est, quand même, des problèmes qui sont, beaucoup plus simples, à aborder». Donc ouais, je voulais, voilà, un peu, updater ce sujet-là et relister ce qui était toujours d'actualité entre la différence entre ETL et ELT Mmh. et ce qui l'était un peu moins. Donc déjà, je peux rappeler ce que c'est, déjà, ce qu'est l'ETL et ce qu'est, l'ELT. Ouais. Donc si on prend, littéralement, voilà, ETL, extract, transform, load, et ELT, c'est extract, load and transform. Mmh. Et donc au début du data engineering, il y avait, quasiment que de l'ETL en fait. On prenait la donnée des bases applicatives, un peu à droite à gauche, on récupérait tout ça, on le transformait, sur un serveur et on le loadait dans le data warehouse. Mmh. Donc la donnée était déjà, transformée, en partie, heu, nettoyée, et elle était injectée au bon format, dans, le data warehouse. Mais, avec l'arrivée des, data warehouse dans le cloud, qui ont séparé, le storage et le compute, il y a une nouvelle approche qui est apparue, qui est, l'ELT, Extract, Load and Transform, où cette fois-ci, eh ben, on va prendre toutes les données, qu'on a, on va pas les transformer, sur un serveur distant ou autre, on va tout loader directement dans le data warehouse et on va faire les transformations dans le data warehouse. Mmh. Et donc ça apporte, différents avantages que je peux, détailler après par la suite. Peut-être que vous avez Ouais. des questions ou vous voulez rebondir déjà là-dessus, ou pas Par rapport forcément, à vous me laissez continuer. ouais, ouais, bien sûr, effectivement, j'ai l'impression que maintenant, ce qui est de plus en plus utilisé, c'est, la partie ELT. Le fait de prendre les données brutes, de les charger dans un data warehouse et de faire tous les calculs et d'utiliser la puissance du data warehouse pour faire Ouais. ça. De plus en plus, ça fait déjà quelques temps que j'utilise ça chez les clients.
Mais il y a, allez, on va dire 8 ans, ouais, déjà 8 ans. Il y a 8 ans, j'étais plutôt en ETL, surtout avec Talend, où Talend se branchait directement sur, la partie applicative. On faisait toutes les Ah oui, transformations OK. avec les différents composants et après on le chargeait, dans la destination. Mmh. Mais c'est vrai que pour des use cases, je trouve que pour, la BI, Mmh. enfin la BI 2.0 qu'on utilise aujourd'hui, donc juste l'analyse du business, de, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, et cetera. Sortir des KPI pour, piloter l'entreprise, donc vraiment, c'est ça la BI. Je Mmh. trouve que, ouais, l'approche ELT, elle est, parfaite parce qu'on récupère toutes les données de l'entreprise et ensuite, une fois qu'on a chargé nos données, dans le data warehouse, on peut avoir justement des, analytics engineers, enfin Mmh. d'autres personnes qui vont peut-être plus s'orienter un peu métier, un peu moins technique que des purs data engineers, qui vont pouvoir aller transformer, un peu travailler cette donnée et donc en fait, cette approche ELT, elle permet, voilà, si on liste un peu les différences, Mmh. l'ELT, ça permet justement, d'avoir une meilleure flexibilité et d'être plus rapide dans le développement, de pipeline de transformation. Mmh. Parce que vu qu'on a toutes nos données, donc on load toutes nos données et on peut choisir déjà lesquelles on va vouloir choisir et lesquelles on va vouloir traiter, versus si on est en ETL, si on veut développer une pipeline ETL, il faut forcément qu'on développe la pipeline entière Ouais. pour pouvoir après exploiter, donc ça déjà c'est un gain de temps en termes, c'est un gain de temps et un gain de flexibilité Mmh. et en plus, on ne déplace pas la donnée, d'un système à l'autre. Là où avec de l'ETL, bah, on doit extraire la donnée, la transformer sur un serveur ou un cluster et Mmh. la reloader dans le système cible. Là, on a tout, à l'intérieur, de notre data warehouse, donc ça accélère, les transformations Mmh. et du coup la valorisation de la donnée aussi. Et ouais, donc pour, continuer ce que je disais, sur la BI, je trouve que c'est très adapté à la BI parce que justement, on va pouvoir «passer la main» entre guillemets à des personnes, métiers qui connaissent mieux, le sujet. Mmh. Mais je trouve que l'ETL est toujours pertinent, et notamment dans les cas où, bah, on n'a pas de data warehouse. OK. Heu, on n'a pas de data warehouse, on n'a pas envie de tout loader dans BigQuery. Par exemple, bah, Spark pour moi, c'est un ETL Mmh. et Spark pour le coup, quand on veut, loader, plein de données, hem, qui sont non structurées ou semi-structurées et cetera, et qu'on n'a pas envie de passer par un data warehouse parce que ça a pas de sens, Mmh. notamment pour des use cases plus, type IA ou alors pour, lorsqu'on va juste alimenter, un back-end applicatif. Mmh. Donc, pour vous donner un exemple, j'avais travaillé dans une entreprise, qui s'appelait Linkfluence, qui a été rachetée par un groupe américain qui s'appelle, Meltwater D'accord. et en gros, ce que faisait, Linkfluence, c'était récupérer toute la donnée des réseaux sociaux, l'enrichir, la transformer et cetera et la loader dans un énorme cluster, Elasticsearch Mmh. pour permettre aux entreprises justement de, chercher, sur toute la donnée des réseaux sociaux, extraire des insights, voir comment on parle de leur marque et cetera et donc en fait de récupérer toute cette donnée-là, bon déjà il y a énormément de données, mais ça a aucun sens, enfin ça a pas vraiment un c'est pas très pertinent de vouloir loader ça dans un data warehouse. On va la récupérer, la transformer et cetera, hem et on va directement l'injecter dans le système, cible. Ici c'était le cluster, Elastic, et donc ça fait beaucoup plus sens derrière parce que le cluster Elastic va servir, comme back-end, à l'application qui était utilisée pour les clients. OK. Donc justement, je trouve qu'il y a une différence déjà dans le data engineering entre est-ce qu'on fait plus de la BI, et donc là l'approche ELT est très pertinente et ou alors est-ce qu'on fait plus du software data engineering, Mmh. où on va plus développer en fait des applications qui vont utiliser la data comme, matière première et Mmh. qui vont, offrir voilà des services, enfin des choses aux clients, mais qui sont des applications et qui pour moi je différencie les 2 en fait, le monde de la BI et ce type, de développement-là, dans la data. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu penses que ça serait pas la partie reverse ETL? Là, du coup, l'exemple que tu donnes, le fait de réinjecter cette donnée-là dans une application? Parce que le reverse, ETL, c'est vraiment la partie, donc tu prends ta donnée en mode ELT ou ETL, tu le mets dans un data warehouse et selon ce que tu as calculé, transformé, tu réinjectes après dans un système, cible pour être utilisé en opérationnel ou comme tu viens de le citer là. Ça, c'est le reverse.
Je pour être honnête, je saurais pas te dire, je vais être totalement, honnête, j'ai Mmh. jamais utilisé de reverse ETL, OK. donc je saurais pas te dire si c'est ce cas-là, mais en tout cas, quand on fait de l'ETL, Mmh. on va développer, quelque chose, on va mettre des data engineers dessus, on va construire quelque chose d'assez, robuste et qui va servir, vraiment on va prendre du temps, on va allouer de la ressource pour, développer cette pipeline-là, parce qu'on Mmh. sait qu'elle va nous servir et c'est encore une fois, tu vois, pour moi, c'est différent de l'approche ELT où on met à disposition, entre guillemets, «la donnée en RAW», Ouais. avec très peu de transformation et là, après, c'est chacun qui va venir et qui va transformer sa donnée et faire extraire de la valeur à partir de cette donnée, raw. Alors que là, on a identifié un besoin, on sait ce qu'on veut faire, et du coup, on fait la pipeline ETL pour, loader encore une fois dans le back-end. Et O chez Linkfluence, vous vendiez sous quel format les insights? C'est, un accès à Alors une application? ouais, c'est ça, il y avait une application, donc il y en avait plusieurs, mais il y en avait une principale qui s'appelait Radarly et qui permet en f qui c'est une sorte de search en fait, qui permettait de chercher dans, toute la masse d'informations qu'il y avait sur les réseaux sociaux, mais tu avais une barre et tu pouvais faire des searches, tu pouvais, chercher quel terme était, beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux. Aussi on avait de l'enrichissement avec du machine learning, donc par exemple si, tu cherchais le nom d'une boîte ou un sujet en particulier, tu pouvais voir si on en parlait positivement ou négativement, ce genre de mmh. choses. Il y avait aussi des dashboards, qui étaient faits, donc tu pouvais construire ton dashboard et cetera. Donc c'était une application, très complète. Mais voilà, c'était différent du fait de, faire de la BI et d'analyser justement, l'activité de l'entreprise et sortir des KPI pour la piloter, quoi. OK. Ouais, ouais, c'était plus un SaaS, en fait. Ouais, c'était exactement ça, c'était Tu fais de exactement la ça. discovery, OK. Ouais, exactement Moi, ça, pour ouais. le coup, j'ai fait du reverse ETL, Mmh. heu, parce que tu as des cas où, en fait, tu vas recevoir des données sources et tu vas enrichir quoi, nettoyer et enrichir, cette donnée-là et tu vas la renvoyer à ta source. Mmh. Donc parce que tu es branché à des applications, sur lesquelles elle a pas accès, par exemple et eux, ils ont besoin de cette donnée-là pour, faire tourner des use cases, chez eux. Donc tu as un phénomène de dépendance, d'interdépendance, qui peut émaner, de dans certains cas. D'accord. Par exemple, tu as un référentiel, sur, ton système, ton data warehouse, donc tu enrichis avec tes données référentielles et tu renvoies dans l'application? Ouais, où tu enrichis les données, d'une application, où il y a des normes de sécurité très fortes, Mmh. OK. auxquelles, tu es le seul, à pouvoir, stocker, ces données avec des chiffrements, qui sont faits par l'archi de ton appli. OK. Donc ça doit passer par toi. OK. Ouais, je vois. Et aussi, Florent, tu parlais dans ton article, du clivage parce que là, tu mettais bien en avant qu'il y avait une différence entre la BI l'alimentation des applications. Tu parlais aussi d'un clivage entre SQL et code. Est-ce que Oui, oui, c'était ça q exactement. dont tu parlais aussi derrière, BI Ouais. l'alimentation? Et oui, exactement, ouais, c'est ça, c'est que, la donnée, lorsqu'elle est dans le data warehouse, tu vas pouvoir avoir des personnes qui, maîtrisent le SQL et qui vont pouvoir venir faire les transformations. Ouais, Tandis que côté ETL, bon, il y a des outils qui justement te permettent de faire aussi des transformations SQL. C'est pour ça que ce que je voulais dire aussi dans le post, c'est que la limite au final, on sépare les 2, mais des fois elle est un peu plus fine et un peu plus, ténue, que ça. mmh, Mais oui, généralement les ETL, ça va plutôt être, des ETL qui vont être faits avec du code. Si on prend Spark par exemple, ouais, même si on peut faire, des bouts de SQL ici et là, il faut quand même une maîtrise un peu du code, mmh, et avoir un background, de software, engineer, un minimum pour pouvoir faire les transformations. mmh, Donc c'est pour ça aussi que ça prend un peu plus de temps, et que, voilà, développer une pipeline ETL par exemple avec Spark, ça va prendre plus de temps que juste faire des requêtes, SQL c'est dans vrai. Bitcode avec DBT, quoi. Mmh, Puis il y a des cas d'usage où justement tu vas avoir besoin uniquement de l'ETL. Par exemple, si tu dois traduire, une langue étrangère dans ta langue, tu peux pas le faire en SQL.
tu es obligé de passer par une translate, API, à la volée et que tu vas stocker justement en phase de staging, pour ensuite la stocker dans ton data warehouse. Mmh. Donc là où c'est vraiment l'aspect code, je pense qu'il y a aussi une notion, pour le code il y a des choses qui sont difficiles à faire avec le SQL, qui sont faisables, mais avec il y a des cas d'usage où si tu utilises Python, tu iras 3 fois plus vite et le code sera beaucoup plus lisible, je pense. Mmh. Et peut-être une troisième raison pourquoi utiliser de l'ETL, c'est, bah, la volumétrie. Mmh. Par exemple, j'ai bossé pour un client, dans le domaine de l'électricité où il y avait des données de sondes. 80 des données, étaient pas pertinentes, on voulait en Ah ouais, garder 20. OK. Autant les balancer, dans la phase de transform, en phase de staging et pas les stocker Mmh. dans ton data warehouse. Donc Ouais, ça mmh, aussi, je pense que c'est aussi le bon sens OK. qui prime dans ton archi mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait que l'ETL, c'est pas, l'ancienne version de l'ELT. Ça reste, pertinent pour des cas d'usage, ouais, même si on est d'accord qu'il y a plein d'avantages, moi, l'avantage principal que je vois, c'est la maintenance. Parce que des fois, tu dois corriger des anomalies mmh, et tu as plus accès aux données, tu dois recréer des cas de test, sur mesure, ou mettre une, un sensor, qui te dit: «Ah, dès que j'ai ce cas-là, je t'alerte», et donc le LT te permet d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure visibilité sur tes sources aussi. mmh. Ouais, Je c'est pense qu'il clair. faut utiliser les 2 quoi, il y a pas je pense pas que vous avez une idée arrêtée sur l'un ou l'autre. C'est chacun a ses avantages et ses inconvénients. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Mais pour revenir sur la volumétrie, tu as totalement raison parce que, Mmh. OK, bon, aujourd'hui, BigQuery ou les modernes, data warehouse dans le cloud séparent le storage et le compute. Donc le storage coûte rien, c'est Mmh. sûr, Mmh. mais le compute, c'est une autre histoire. Ça coûte, donc si tu stockes, toutes tes données en RAW et que tu veux les compute derrière, C'est vrai. ça dépend de ta volumétrie, mais tu vas payer assez cher. Donc une grosse différence aussi entre, l'ELT et l'ETL, c'est que l'ETL, tu maîtrises beaucoup mieux tes coûts et tu vas payer, beaucoup moins cher le compute. Mmh. Si tu gères bien ça, voilà. Ah puis si tes métiers, font pas gaffe et requêtent, donc utilisent du compute sur des données, bah, très volumineuses, Mmh. Ouais. vite faire et aussi exploser tes coûts, quoi. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi Autant, des notions de partitionnement, de clustering et cetera pour, optimiser. ouais, ouais, effectivement, mais, pour moi, en fait, quand je dis les métiers, non, c'est pas les métiers, finaux, c'est les data analyst, data scientist. OK. C'est vrai que, faut être précis sur, sur les termes parce que mais donc du coup, eux connaissent, effectivement, normalement, les Mmh. notions de partitionnement, de clustering et cetera. De faire un where sur une clé de partitionnement. C'est la Mmh. base, par exemple. Mais, tu jamais à l'abri, d'avoir, sur ta table la plus volumineuse de ton data lake, quelqu'un qui fait un gros select étoile Ça arrive. juste pour voir le schéma, tu sais? Le truc, Ouais, c'est clair. Eh bien, merci, Florent. Est-ce que tu avais, quelque chose encore à ajouter par rapport à ton post LinkedIn? Alors je sais plus si je l'ai mentionné, mais même pour des, outils ETL, donc par exemple, Spark, il y a Ouais, par exemple j'ai vu, ce qui revenait aussi un peu, régulièrement dans les benchmarks, c'était, l'ETL est difficile à, dimensionner et à scaler. ouais. Mais, par exemple chez GCP maintenant, il y a, du Spark Serverless. Je crois que ça Mmh. s'appelle Dataproc Serverless ou un truc comme ça. OK. Donc tu as même plus besoin de te prendre la tête à, dimensionner, ton cluster Spark et cetera. Donc faire de l'ETL est devenu assez, simple. Donc juste sur ce point-là, je pense que c'est une des évolutions un peu récentes de ces dernières années, c'est que,
faire de l'ETL, en fait, c'est, plus galère à scaler et à dimensionner, voilà. OK. Ce n'est plus, pas plus. Oui, ce n'est plus, pardon, c'est ça. J'ai mal dit. Voilà, mais c'est tout. Bon, O j'ai pas OK. trop de choses à Et bah ajouter de plus. merci beaucoup Florent d'être venu. Merci beaucoup, d'avoir échangé avec nous. Merci. Je partagerai Merci à ton vous 2, profil hein, encore LinkedIn une fois. sur le podcast. C'est gentil. Écris encore des articles pour nous fournir, De la matière, de la matière. C'est toujours un pas de plaisir de problème, lire tes posts. avec plaisir. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était cool. C'était avec plaisir Plaisir aussi. Passe un partagé. bon week-end Florent. Salut, bon week-end à vous. Salut. Salut. Et donc, on va parler du deuxième article qui était Rust Python. Donc c'est un outil, qui permet d'avoir un interpréteur Python écrit en Rust. Pour rappel, un interpréteur, c'est ce qui va permettre de lire et d'exécuter ligne par ligne, grosso modo, ligne par ligne, le code Python. Et pour rappel aussi, Rust, c'est un programme qui monte de plus en plus, dû à sa rapidité. On parle souvent de performances qui sont proches de C, de C++, et aussi une partie sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est parce qu'apparemment, je j'ai pas plongé, vraiment profondément dedans, mais il gérerait beaucoup mieux ou il éviterait les fuites mémoire. Là où c'est totalement possible avec, C++. Et donc là, l'outil, c'est d'utiliser toutes les qualités de Rust, termes de performance, gestion mémoire, pour pouvoir aller lire, du code Python, et pour pouvoir l'interpréter. Donc ce qui permet d'avoir un interpréteur plus rapide que celui qui est actuellement utilisé. Ce qui permet aussi d'utiliser du script Python directement dans des applications, Rust. Et j'ai vu aussi sur l'article qu'il était possible, de compiler le Rust, Python, donc l'interpréteur au final, en WebAssembly. Ce qui permet aussi d'exécuter du code Python directement dans un navigateur. Et voilà ce que j'avais lu sur l'article, par rapport à ça. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou des remarques, Axel? Ouais, alors, dans la solution, quoi, dans l'article, Ouais, je l'ai lu, hein, quand même. ouais. Hem et je vois, qu'il parle d'un compilateur, JIT, donc Just in Time. Ah, ouais, pour être en natif, mmh. Donc, tu vois, tu as pas exactement les mêmes perfs et les mêmes, le même bénéfice que tu tires, je pense, du compilateur natif, Rust, Mmh. et tu perds de la vitesse, quoi, Mmh. justement d'un langage compilé comme Rust. Alors Mmh. faudrait peut-être benchmarker, il y a peut-être pas d'impact, mais quand je vois du GIT, sounds bad, tu vois? Bah, après le JIT, ce que je vois, c'est que ça permet de transformer ce que tu codes en Python directement en Rust, et donc au final Ouais, ça mais fait avec justement, avec quelle fidélité? mmh. Bah, là, du coup, Je c'est sais aussi le pas. passage de l'interpréter au compilé. Ouais, mais est-ce que c'est le même process que comme si tu écrivais du code, Rust, en natif? Là, Je j'ai pas sais testé. pas. Effectivement, là, j'ai pas testé, En plus, moi, je vois une solution, c'est que, personnellement, quand j'utilise Copilot, ouais. je lui demande parfois de traduire simplement, le Python en Rust. Mmh. Donc, aujourd'hui, avec l'IA, est-ce qu'on a besoin forcément d'un interpréteur? Je sais pas. Peut-être pour les gros utilisateurs, Mmh. mais en tout cas, moi, dans mon besoin, s'il y a de la grosse charge en compute, Mmh. je traduis, du Python en Rust et je fais des scripts Rust. Je suis pas du tout dev Rust, hein. Mmh. C'est un langage qui est quand même assez complexe et qui demande, ben, beaucoup d'investissement. Ouais, c'est plus bas niveau que Python, clairement. C'est plus bas niveau, Mmh. et
le gros avantage de Rust, c'est son compilateur. Mmh. C'est lui qui va te permettre d'orienter ta manière de développer. Mmh. En fait, il y a plein de bonnes pratiques, alors le dicton, si je me rappelle bien, c'est: «Avec Python, tu fais facilement de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses, Mmh. et avec le Rust, tu fais difficilement de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses», tu vois? OK. C'est plus complexe à prendre en main et Mmh. à maîtriser à fond. Ouais. Hem, Tu vois, je suis ressorti de l'article avec, ça peut être sympa, mais pas mon usage, tu vois? D'accord. Heu, mais est-ce que c'est vraiment le public cible, c'est les data eng? Je sais pas. Après, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait qu'on passe d'un interpréteur, Python en Rust. Le fait qu'on puisse, éventuellement gagner de la rapidité, dans Mmh. l'exécution du code Python. Parce qu'après tu as aussi, la possibilité dans un script Python Mmh. d'importer des modules Rust. Quoi, Ah! OK. d'exécuter, c'est quelque chose que prend très bien en charge Python. Mmh. Donc tu peux écrire des scripts en Rust et les exécuter, pardon, dans ton script Python. Mmh. Faire appel, via de l'import, OK. directement. Et c'est vrai que j'aurais pu comparer, j'ai pas comparé, j'y pense là en parlant, à voir les différences avec, CPython. C'est Ouais. ce qui permet de compiler, Python. Mmh. Ça pourrait être intéressant de regarder, d'approfondir, les différences entre les 2. Ouais, ouais, carrément. Même si, Rust me paraît beaucoup plus sécuritairement parlant, à la page. Mmh. Tu disais, tout ce qui est, corruption de mémoire et cetera, Rust est vraiment costaud. Mmh. Hem et c'est notamment Linus Torvald, donc le créateur de Linux. Linux, Mmh. qui l'a officialisé pour, développer, le noyau Linux. Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi, ouais. Ouais, et lui, il est hyper, comment on dit? Rigide sur ces notions-là, Mmh. donc c'est quand même vachement, un gage de qualité, quoi, Mmh, clairement. sur ce langage. Mais Rust, je pense que, tu vois, en troisième langage, Mmh. pour un data eng, ça se joue peut-être avec Scala, mais je pense que c'est une bonne corde, à ton arc. J'ai jamais Pour le testé, Rust. J'ai juste, lu des articles, vu un peu de Ça code. demande beaucoup d'investissement, ouais. Ouais, Il y a eu le livre Rust, Rust Language, je crois que c'est ouais, le titre du livre, qui est accessible gratuitement en version, c'est le site, en fait, c'est le livre d'accord. avec tous les chapitres et cetera. Mmh, OK. Assez facile à prendre, en main, Mmh. le langage, mais par contre après, pour développer des programmes avancés, c'est assez complexe. OK. Mais si tu as quelques années d'expérience, ça va, tu vois? Mmh. Mais, je sais pas, toi, à part, SQL et Python, tu as un langage, que tu aimes bien? Bah, c'est surtout Python que j'aime bien. Mais Ouais, sinon dans le ah, cadre c'est des le bah, ouais, must. clairement. Sinon dans l'émission, j'ai déjà fait du Scala aussi avec, Spark, OK, et je crois que sinon c'est tout. Ouais. Mais globalement, Scala, je l'ai utilisé avec le framework, Spark, donc le OK, passage, PySpark, Spark, c'était à peu près pareil. J'utilisais les mêmes ouais, méthodes, tu étais pas perdu, quoi. ouais, non, clairement pas. OK. Mais après, vaut mieux connaître SQL et Python, à fond que, Mmh. se perdre sur, 5 langages, hein. Ouais, c'est clair. Franchement, des fois, je vois des gens qui me parlent de 10 langages, Mmh. je me dis: «Mais est-ce qu'il s'est vraiment, développé dans ces 10 langages?» Bah, c'est ça, tu peux avoir une expertise ou une compétence avancée dans certains langages, un deux. Mmh, On parle de SQL, et de Python. Python est quand même plus un langage que SQL, mais tu peux avoir des connaissances dans d'autres langages qui te permettent, d'aller, approfondir, certains codes legacy qui pourraient être faits, par exemple, en Java.
et éventuellement, si jamais tu arrives sur une mission où il y a des briques dans certains langages que tu utilises pas Mmh. au quotidien, mais qui te permettent d'intervenir dessus ou éventuellement de développer d'autres modules. Il y a aussi le script, bash Ouais, qui peut j'ai être fait intéressant. beaucoup de c'est ce que j'allais dire. J'ai fait Mmh. beaucoup de bash Ouais. et c'est vrai que ça dépanne bien encore, maintenant où on est moins sur des serveurs, on premise. Mmh. Tu le Cloud Shell, quoi, le Google Shell, je sais plus comment on dit, le Ouais, je crois que c'est Google shell Shell. c'est le Ouais, Google Shell? je crois. Google Shell, qui est pareil en fait, quasi. Mmh. Ça il faut connaître au moins les bases. Hem et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bah, pareil, un peu le même débat avec, SQL. Est-ce que YAML, c'est un langage? YAML, C'est du ah, c'est déclaratif, plutôt une quoi. organisation de ouais, C'est c'est du pratique, déclaratif. mais C'est une organisation de paramètres. ouais. Après, j'ai entendu parler qu'on pouvait, faire des pipelines avec juste du YAML. C'est pas sur Kestra où on peut faire que du YAML, pour mettre en place des pipelines de données? Orchestral, l'ordonnanceur, Ouais, l'orchestrateur? ouais, Ouais, c'est full YAML, hein. ouais, Bah, je crois c'est que c'est ça. c'est développé en Java, en back, Mmh. mais à l'utilisation, c'est full YAML, ouais. Mais, t les ordonnanceurs, et Terraform aussi. Leur langage, il se rapproche vachement du paradigme YAML, en fait. Mmh. Ouais, en fait, ils essaient de simplifier la barrière technique, tout Ouais, simplement, je pense et le YAML, ça fait le taf, hein, on va pas ah se clairement. mentir. Tu pas Oh, puis be c'est très clair. Ouais, c'est clair, c'est bien indenté, tu as pas besoin de beaucoup réfléchir. Mmh. Faut être rigoureux sur l'emploi l'utilisation de tes variables. Mmh. Ouais, bien sûr. Mmh. Et tu avais lu aussi l'article sur le rôle du data engineer? Analytics, j'ai Analytics engineer, pardon. ouais, ouais, d'ailleurs Florent avait réécrit, un post LinkedIn qui était aussi intéressant, Mmh. sur le sujet. Hem, alors l'analytics engineer, c'est quand même plus récent. C'est un Ouais. poste qui est, je sais pas, qui a 5 6 ans, qui a assez peu, commun en France encore, je Mmh. trouve. C'est un poste qui est à la croisée entre data analyst et data engineer. C'est un rôle plus polyvalent. Bon, il est apprécié par les entreprises parce qu'il a plus d'autonomie dans les sujets, Ouais. parce qu'il est technique et il a aussi une bonne visu sur les sujets, métiers, sur la compréhension du business. Mmh. Heu, En revanche, c'est un poste qui demande, une certaine expérience, de maturité, je dirais. OK. Pour moi, difficile d'être junior sur ce type de mission. Je pense que pour vraiment, apprécier ce poste, il faut avoir connu, bah, les adhérences, les pain points, d'une mission en data, Mmh. pour pouvoir vraiment, réaliser la plus-value de de ses prérogatives. Il y a 2 grandes voies du coup pour, je pense pour devenir, analytics engineer. Mmh. C'est, un data analyst qui va vers du data engineering ou un data engineer qui va vers de la data analyse. Mmh. Hem, Après il faut avoir l'envie. Si tu es un data analyst, faut avoir envie d'entrer dans les problématiques d'ingénierie Ouais. pour gagner en compréhension et être plus véloce techniquement. Heu Si tu es un data engineer, il faut avoir, envie de s'approprier les problématiques métiers, d'apporter les solutions, analytiques, plus plus en accord avec l'attendu, réel des métiers. Ouais. Parce que des fois, tu sais, tu as un peu tu connais le film Lost in Translation? Ouais. Où, ça me fait penser des fois à ça entre, le langage métier et un pur data engineer. Des fois, entre ce qui est voulu par,
par le métier, ce qui est codé, Mmh. en fait, il y a un écart. Donc et justement, l'objectif d'un profil d'analytics engineer, c'est pas dur à dire, Mmh. heu, c'est de pouvoir facilement, questionner, évaluer les besoins métiers et construire les pipelines de transformation, en conséquence. Et donc ce Donc que tu dis, c'est que pour être, analytics engineer, ça veut dire qu'il faut que tu aies déjà une, spécialité? pour moi, oui, Ouais? c'est vraiment comme ça que je le perçois. OK. Hem, c'est vraiment, la comment on dit? La courroie de transmission Mmh mh. entre un DE et un DA, data engineer, data analyst. Mmh. C'est comme ça, il y a ça fait un meilleur continuum. Tu sais, il y a pas de cassure, entre, les 2 postes. Ouais. Cette cassure, tu l'auras pas forcément avec un data engineer, senior et un data analyst senior qui travaillent, ensemble depuis, un certain temps et qui sont tous les 2 super compétents, tu vois? Mmh. Par contre, dans beaucoup d'organisations, je pense que ça fluidifie, le boulot Mmh. dans autour de la data. Parce que ces missions, en fait, il va principalement naviguer, entre le DE et les DA Mmh. sur les missions. Donc il va être à l'aise avec, tout ce qui est pipeline, test, CI/CD, documentation. Il va comprendre le DE, il va comprendre le DA, il va même comprendre les métiers. Ouais. Heu, un analytics engineer senior, il sait mener un projet de bout en bout, qui a pas besoin d'énormément de spécificité. Tu vois? Mmh. Un sujet, où il sait faire la partie, data engineer et la partie DA. OK. Je dirais que son expertise, en fait, c'est d'être bon partout, mais sans avoir une grosse verticale, technique ou une grosse verticale business analyst. OK. C'est surtout ça. Donc tu penses qu'il Heu, peut quand même répondre à tout le périmètre, technique, du data engineer et tout le périmètre technique du data analyst? j'irai pas jusque là, je dirais que la configuration idéale pour l'analytics engineer, c'est d'avoir en support un data engineer et un data analyst pour, des questions d'expertise. OK. Tu vois? C'est vraiment ça où je vois l'intérêt. Mmh. Parce que le concept, ouais, c'est de lier les expertises. OK. Avec, une appétence forte pour, la gouvernance de la donnée. Mmh. Ce qui est data governance. Contrairement à un DA, il va beaucoup plus, tourner autour de la modélisation des données, de la Ouais. qualité de données, des tests. Mmh. Il connaît bien ses sources, connaît bien ses pipelines. Heu, En fait, quand tu lis, ça fait la troisième fois qu'on en parle, 3 fois de suite, mais DBT, quand tu lis les fonctionnalités de DBT, tu comprends le job de l'analytics engineer. OK. C'est vraiment, on parlait, tout à l'heure avec, Florent de ETL ou ELT. Mmh. Bah, la phase, T, transformation, c'est vraiment, le royaume de l'analytics engineer, tu vois? Alors que le data engineer, ça va plutôt être extract and load. Mmh. Et le data analyst, ça va plutôt être, la discussion avec les métiers et le dashboarding. Mmh. Parce que tu vois, moi, je fais du dashboarding sur ma mission, et je me dis: «Ah, c'est pas folichon non plus», tu vois? Mmh. Mais je t'assure qu'il y a vraiment des demandes avancées où tu galères. Parce qu'en fait, tu as plein de subtilités à connaître sur ton outil de dashboarding, c'est pas si simple. C'est comme, Mmh. c'est un peu un bon front, tu vois? Un dev front, Ouais. c'est pas que du CSS, tu vois? Ah non, clairement. Hem, donc
ouais, ce que je disais, c'est pas de grosses verticales. Quoi Mmh. si plutôt, ben, du coup, gouvernance. OK. Gouvernance, test, qualité et après, il comprend les métiers de DE et de DA et c'est clair pour toi? Ouais, ouais, c'est très clair. Ouais? Ouais, ouais. Bah, après, il faut pas que les gens hésitent à donner leur avis ou poser des questions, mais je pense qu'aujourd'hui, on comprend bien ce rôle-là. Mmh. Il y a encore quelques années, moi, ça me parlait pas, tu vois? 1re fois que je l'ai entendu, j'étais pas assez mature justement. Je parlais de maturité et pour le comprendre, il faut de la maturité. OK. Hem, bon après, j'ai vu que ça parlait un peu salaire dans l'article. Ouais. Ça va peut-être intéresser les gens. Mmh. Donc je disais pas de profil junior ou en tout cas, si quelqu'un recrute, un junior sur ce poste-là, je trouve c'est un peu casse-gueule. OK. Bah, pour les études, bah, voie classique, je dirais, master en fac. Une Mmh. bonne école d'ingé, c'est encore mieux. Possible aussi au profil en reconversion, à condition d'avoir de l'expérience, Mmh. forcément. Pour le salaire, par contre, tu as l'habitude de faire de la veille sur les salaires? Je regarde de temps en temps, ouais. Tu regardes de temps en temps? Tu en penses quoi des veilles salaires? Des veilles de salaire? Ouais, tu vois des études, et cetera? Alors moi, à chaque fois que j'ai vu des veilles de salaire, j'ai trouvé que les salaires étaient plus hauts que ce que je constatais. Ouais. Ouais, pour moi, en fait, déjà, ils parlent, souvent en moyenne, Mmh. ça veut rien dire. Mmh. Je veux dire, il y a tellement Plutôt de une médiane? différences. Ouais, ouais, médiane et encore, bah, tu sais, il y a tellement de différences entre, bah, tu as des facteurs qui sont vachement, importants comme la localisation, l'entreprise dans laquelle tu bosses, Mmh. l'expérience, si tu es CDI ou freelance. Mmh. Donc au final, c'est un peu, en fait, quelqu'un qui connaît la réalité, il va te dire: «Je peux pas te donner un salaire». Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que je donne le minimum et le maximum peut-être. Ouais. Pour moi, un analytics engineer, au minimum, il est autour de 45 000 € Mmh. en France, parce que encore une fois, c'est si tu vas lire une étude de salaire aux États-Unis, ça ne veut rien dire. Mmh. Un Américain, quand sa conjointe doit accoucher, par exemple, il doit lâcher 20 000 $, 30 000 $. Mmh. Son enfant va à l'école, il paye l'année 20 000 $, tu vois? Donc c'est pas le même référentiel. Il faut, se comparer, à la France, Ouais. voire la Belgique qui est un peu dans le même cas, je pense, au niveau des charges et cetera. Ça sert à rien de se comparer à la Suisse ou au Luxembourg, qui sont Mmh. des États, bien spécifiques avec un gros domaine bancaire. Bah, ils sont riches, quoi. Mmh. Hem, donc ouais, je disais minimum, autour de 45 000 € brut annuels. Mmh. Tu rajoutes, environ 15 sur Paris, à peu près. Et sur les maximums, je me permets de le dire parce qu'il l'a posté sur LinkedIn, Ouais. donc c'est public. Christophe Blefary, qui est un peu, une référence, en France sur cette partie-là, Mmh. heu, il facture 1 200 € la journée en OK. freelance. Par contre, Ce qui il est un il très beau travaille pas. TJM. Très beau TJM, ouais, TJM d'expert, du Mmh. coup, mais donc quand tu es expert, tu fais rarement des missions à l'année. Ouais. Donc dans son poste, je l'ai pas retrouvé là, mais de mémoire, il a dû travailler entre 100 et 120 jours dans Mmh. l'année. Donc effectivement, très beau TJM, mais tu travailles presque 2 fois moins, que quelqu'un qui est en mission toute l'année à l'année. Mmh. Mais ce qui peut être intéressant aussi parce que ça te permet d'avoir du temps libre aussi pour toi. Je pense que c'est Carrément. l'objectif initial quand on commence à devenir indépendant ou freelance. C'est pas juste transformer son enfin continuer son salariat,
Mmh. c'est aussi de pouvoir se garder du temps. Parce que ça, c'est aussi le piège, même si c'est pas grave, il y en a certains qui veulent, continuer à faire ça et c'est très bien. J'en fais Mmh mh. partie aussi pour l'instant. C'est on passe d'un temps plein pour être indépendant, pour garder un temps plein et pas profiter de la flexibilité et de la liberté que procure le statut d'indépendant et de freelance, que de Ouais. devenir expert et facturer que certains jours. Ça fait que tu peux retomber à peu près sur les mêmes niveaux de chiffre d'affaires, mais Mmh par mh. contre, tu as beaucoup plus de jours pour toi et là, tu profites un peu plus, déjà de ton statut. Ouais, c'est vrai. Après, tu as une phase aussi, quand tu as pas de mission, de recherche de mission. Ouais. Tu vois? Faut pas oublier ça. Mmh mh. C'est quand même du boulot et tu es pas facturé. Mmh. Tu C'est vrai. vois quoi je veux dire? Tu factures pas. Mais 1 200 € la journée, clairement, moi je signe, hein. Mais bon, il est en région parisienne, il a une grosse expérience, c'est quelqu'un d'actif aussi qui est pas mal exposé sur les réseaux, et qui raconte, vraiment pas de bullshit pour le Mmh mh. coup. Heu, donc totalement mérité, on est content pour lui, hein. Mmh. Bien sûr. Et puis le fait qu'il ait posté ça, c'est, c'est quand même du courage, je trouve. Tu vois? De dire que je facture 1 200 € la journée, tout le monde le dirait pas, je pense. Mmh. Et puis, ça donne aussi une certaine motivation pour se dire que, ben, tout travail mérite salaire. Ouais, bien sûr. Mmh, clairement. Est-ce que tu avais d'autres éléments à apporter sur le rôle de l'analytics engineer? Hem, on parle technique, mais faut forcément, comme dans tout poste, je pense, en data, être, bah, un bon communicant et organisé, quoi. Mmh Faut mh. pas oublier les soft skills. Heu, vraiment, ça fait la différence en entreprise. OK. Les soft skills, c'est sans ça, tu galères. Mmh mh. C'est pas un side project, quand tu arrives en entreprise, les gens vont pas être impressionnés, par ce qui est, écrit dans tes scripts, tu Mmh. vois? Ouais, clairement. Par contre, c'est un peu la, je sais plus comment l'expression, mais ça va te rattraper au bout d'un moment si tu écris n'importe quoi, Ouais. forcément. Ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment la chose qu'il faut pas oublier, quoi. C'est de bosser les soft skills et si vous êtes introverti, bah, même faire des formations, tu vois? Mmh mh. Ouais, ça se fait. Heu, Prise de parole en public. ouais, voilà, Ouais, et gestion des vraiment, émotions. c'est pas du bullshit, ça. C'est pas du bullshit. C'est pas, il y a vraiment des experts, qui peuvent vous aider, au niveau de votre, maturité, sur les qualités Mmh mh. personnelles. Ça se travaille, en fait. Ouais. Quand tu regarde, Mark, Zuckerberg, Mmh mh. il a des coachs. C'est pas quelqu'un qui est tu sens que c'est quelqu'un qui a travaillé sur ça, Mmh mh. sur la prise de parole, sur, le management et cetera. Bah, il y a aussi sa position qui l'a forcé, à Exactement, mais il l'a faire. compris. Mmh. Non, voilà, c'était juste le petit rappel. OK. Bah, merci Axel. Je te propose de passer sur l'article qui parle de SQL Frame. C'est l'article de Ryan Hickman. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui a codé ce package-là. Il est assez récent, je pourrais plus dire, la date, mais ça date de à peine quelques mois. Le but de ce package-là, c'est de pouvoir travailler tes données avec du data frame, Spark, PySpark et à la fin, de pouvoir le transformer en SQL. SQL compatible avec certaines bases de données. Là, ce package-là supporte BigQuery, DuckDB, Postgre, heu ça veut dire que tu peux, en local sur ta machine, manipuler tes données directement à partir de BigQuery, DuckDB, Postgre avec du data frame Spark, PySpark Mmh. et à la fin, tu fais juste une méthode, une application de méthode sur ton data frame. Au final, tu fais un point SQL et il va te générer tout le script SQL que tu peux copier-coller, on va dire, dans le système cible.
Ouais, ça, c'est vraiment pratique, pour le coup. Bah, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça peut Ouais. permettre aussi d'avoir une approche, moins complexe de certaines, manipulations de données. Parce que des fois en SQL, tu te prends un peu la tête, Mmh, pour manipuler, pour avoir ce que tu veux en sortie. mmh, Alors que si tu étais en Python, là en l'occurrence en PySpark, tu pourrais faire ça beaucoup plus facilement et tu aurais plus de flexibilité. ouais. Et après tu gères le framework, enfin le package, générer ton SQL, associé. Mmh. Par contre, j'ai pas pu tester pour voir, l'optimisation de la génération de SQL. C'est-à-dire, La d'ac qualité du SQL écrit? ouais, la qualité et à quel point c'est optimisé. Est-ce que ce que tu as fait en PySpark, est-ce que ça va, donc un problème complexe que tu as géré en PySpark, est-ce que ça va te générer une requête SQL, pertinente? Ou ça va être un enchaînement d'une dizaine de whiz ou autre? Est-ce que ça va vraiment Ouais. être, pertinent? Ça par Mmh, contre, j'ai pas pu juger, par rapport à ce qu'il y avait dans l'article. ouais. Toi, tu as déjà utilisé Spark? Non, jamais. Jamais? Spark, ni pour tester de mon côté, ni en milieu pro. Mmh. Pas de valeur ajoutée pour le coup. Juste, OK. je comprends, en fait, le PySpark, ça ressemble un peu à PolarRS. Oui, c'est vrai. Mmh. Donc, je peux me raccrocher un peu aux branches sur ça, mais sinon, bah, cet outil-là, par exemple, je vois 2 cas d'usage, c'est si tu fais une migration Mmh. ou, si tu as fait, 100 de PySpark, sur les 2 dernières années et que tu te remets au SQL et que c'est un peu dur, quoi, tu Mmh. vois? Je sais pas si toi tu vois d'autres cas d'usage, mais, Bah, les cas d'usage, dans l'article, il parlait de la partie, maintenabilité, collaboratif, le fait qu'on peut versionner, ça. Mais après je me dis en SQL, en plus avec DBT, tu versionnes déjà tout ce que tu fais en SQL. ouais. Je vois pas ça comme, avantage pertinent en tout cas. Mmh, mmh mh. Comme tu le disais, ça peut être, dans le cadre d'une migration, ça peut être dans le cadre d'équipes ayant des compétences en Spark ou des problèmes complexes, qu'il est plus facile de gérer avec du Spark, plutôt que du SQL. Ouais, après si tu veux éprouver du code Spark, il te faut un cluster Spark, avec des données dedans et cetera. Tu vois? Non, justement, c'est ça aussi, l'avantage, c'est que tu OK. pas besoin des clusters. Parce que en fait, ça se branche Ah, tu es en local? comment? Tu es en local? Ouais, tu es en local, mais il y a quand même une connexion qui est directement faite sur BigQuery et c'est le package qui va gérer, le requêtage directement sur le data warehouse. Parce que pour pouvoir tester ton code PySpark, il te faut des données dans Spark? Non, c'est ça, Non? l'avantage, c'est que à l'installation de ton package, donc c'est, SQL Frame, tu Mmh. vas installer le connecteur BigQuery avec. C'est-à-dire qu'au début de ta session, donc tu Ah, importes, et tu certains écris du code PySpark sur la donnée, stockée dans BigQuery? ouais, 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 Ah c'est ouais, exactement ça. j'avais pas noté ça. OK, autant pour moi. Ouais, ouais, C'est c'est ça. vachement bien du coup. En gros, tu as une session BigQuery que tu lances au début, tu initialises. Après, tu vas juste lui donner le chemin de ton, projet dataset table Mmh. et après tu fais ton data frame Spark et dedans, tu vas lui mettre ces informations-là et après tu fais ton select, enfin, tu utilises les méthodes, de Spark pour faire ton select, ton filter, ton agrégation et cetera et à la fin, tu fais un point SQL sur ton DF et ça te génère ton code SQL et à aucun moment, tu as eu besoin d'exécuter tes OK. données sur un cluster. Ah ouais. Bah, OK, un gros cas d'usage en plus du coup. Mmh. Bien. Bah, limite, je pourrais le tester. Ça a l'air intéressant. J'ai envie de le tester aussi. Ouais, bah, je le note parce que, des fois, il y a des cas d'usage où effectivement tu galères un peu. Mmh. Ouais, ça pour le coup, je mets l'étoile. Ça marche. Et toi, tu avais aussi lu un article sur, l'utilisation d'un RAG pour, générer du SQL? Ouais, Ouais. alors disclaimer, moi je suis une quiche, hein, en data science, machine learning. Mmh. Je connais rien en réseau de neurones, deep learning et cetera. Ouais. Mais, le but c'est plutôt de vulgariser, les grandes notions. Mmh. Hem, les, l'auteur part d'un constat, donc c'est Mmh. Joseph Machado, Ouais, c'est ça. si je dis pas de bêtises. Mmh. Hem,
le constat, c'est, tu as des métiers qui font des demandes ad hoc Mmh. à l'équipe data, ça prend du temps, on ne sait pas si c'est urgent ou pas parce qu'en fait tout est urgent pour Ouais. les métiers. Donc la réelle priorisation, tu sais pas, ça amène de la charge mentale, ça amène, tu vois? Donc ce genre de situation est pas top. Donc c par contre, c'est difficile d'enseigner le SQL à tes stakeholders. Mmh. Donc les stakeholders, si je traduis, partie prenante, mais ça va un peu plus loin, c'est les métiers dont les décisions, ont de fortes répercussions sur l'entreprise. Mmh. Je le vois comme ça, Ouais. c'est pas juste des utilisateurs. Hem, heu, donc c'est difficile pour l'équipe data de répondre à plein de demandes ad hoc. Mmh. Donc lui, il part du principe, il met en avant le concept de RAG. Donc Retrieval Augmented Generation. Mmh. C'est un process en 5 grandes étapes qui permet d'interroger un LLM, j'ai du mal, Large Language Model. Mmh. Donc dans notre cas, celui d'un text to SQL, le RAG, va te fournir depuis un texte ou un fichier texte, peu Ouais. importe, même un PowerPoint, un Excel, tant qu'il y a du texte, Mmh. une requête SQL prête à être exécutée. Mmh. Donc l'objectif, c'est de rendre, autonomes, les métiers sur le requêtage de données. Pour rappel, un LLM, c'est un modèle, d'IA, d'intelligence artificielle, qui est conçu pour déchiffrer du langage humain Mmh. à l'aide, d'un entraînement sur des énormes quantités de données, Mmh. heu et avec, des milliards de paramètres, quoi. C'est vachement coûteux, sur le plan compute. Mmh. On connaît tous les l'explosion d'NVIDIA notamment parce qu'ils savent répondre aux besoins de compute, sur ce genre de besoin. Mmh. Donc le LLM va te générer des réponses aux questions que tu lui poses. Donc dans le jargon des LLM, on va plutôt parler de prompt au lieu de questions. Ouais. C'est pareil, mais c'est pour se donner un style Mmh. et vendre des formations, si possible. Heu, Plus sérieusement, le concept de prompt engineering, c'est quand même important. C'est l'art d'optimiser les questions qu'on pose au LLM via le chat. Ouais. Parce que c'est le point de départ qui guide le modèle pour générer une, réponse appropriée. Plus ton prompt est clair et précis, plus ta réponse sera, optimisée, va répondre à ton besoin. Mmh. Donc voilà pour le LLM. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? Je pense que j'ai bien quand même résumé. Ouais, pour moi, c'est ça. Ce que j'avais en tête, RAG, LLM, c'était que le LLM, effectivement, c'est un outil qui va, selon la question, selon le prompt, faire une probabilité. Quelle est la réponse Ouais, la meilleure, probablement, par ouais, rapport à ta question? Et c'est le ça. RAG, ce que j'avais en tête, c'était que tu donnais de l'information à ton LLM, et qui va se servir de cette information-là pour répondre à la question que tu lui as Ouais, posée. il permet d'encapsuler les données, Mmh. de les ranger, les indexer Ouais. et les envoyer au LLM. Mmh. OK. Encore une fois, je suis ouvert à la discussion. Si j'ai pas compris précisément un point. Mmh. Hem, Ensuite sur l'utilisation du RAG, franchement on va pas aller dans le détail parce que c'est plein de copies d'écran, de lignes de commande et cetera. Mmh. Autant aller voir l'article. Tu vois, c'est difficilement retranscrible, Tu je sais peux plus, difficilement le retranscrire. le retrans le retranscrire, ouais, Ouais. à l'oral. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si les RAG sont un excellent moyen d'améliorer l'efficacité, Mmh. l'autonomie des métiers,
ils ont aussi des inconvénients et ça, c'est hyper important. Mmh. Faut vraiment le prendre en considération. Ils sont pas toujours précis. OK. Il y a la possibilité d'écrire des requêtes qui sont inefficaces, donc gros risque sur les coûts, sur ton billing, sur le cloud Oui. OK. et ou si tu es on-premise, ben, de mettre complètement à genoux, ta machine. Mmh. Heu, Tu peux aussi avoir, le métier peut avoir, une fausse impression d'exactitude. Il Ouais. va se dire: «OK, c'est vraiment ce que je voulais» et en fait pas vraiment Mmh. et il y a aussi le risque que, bah, les data engineers soient tenus responsables des décisions, prises à partir de ce que donne le RAG, OK. en sortie. Donc faut vraiment être certain de la qualité de données de l'entreprise, de la qualité du RAG, de la précision du prompt. Mmh. Faut pouvoir, aussi ne pas prendre ça pour une vérité établie. Il faut pouvoir se comparer, creuser certains points pour les interpréter, demander à d'autres personnes leur avis. Donc au final, bah, les garde-fous restent quand même humains, Mmh. tu vois? Surtout sur des sujets, critiques pour l'entreprise. Donc la solution du texte to SQL, elle est bien, Mmh. mais elle a beaucoup d'inconvénients encore aujourd'hui. Donc il faut déjà avoir À une l'heure certaine actuelle. expertise pour interpréter le résultat. Ouais, faut il faut déjà être, hyper propre, hyper mature sur ta solution data Mmh. et il faut se garder une marge de sécurité. Il faut avoir des filets en fait, pour pas décider sur des potentielles, ouais, incompréhensions, du RAG ou Mmh. tu vois des quiproquos. Ça peut Ouais. arriver. Donc le principe est bien, mais il faut être conscient des inconvénients et des garde-fous à mettre en place, pour moi. Ouais, il le dit, mais je suis complètement d'accord avec ce qui est dit. Et ce qui peut être quand même intéressant, c'est que le RAG peut servir aux data engineers, enfin ceux qui mettent en place des Ouais, pipelines, de données parce que ça aussi, ouais. peut, déjà pré-mâcher le travail et après c'est vraiment l'expertise qui rentre en compte pour dire: «Alors là, Ouais, ça a été codé comme ça, mais je pense que ça serait mieux comme ça» et ça permet quand même de gagner du temps, plutôt que de partir from scratch complètement de la requête. Là, c'est juste, on optimise, on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait être mieux. c'est un bonne manière d'initier, je Mmh. pense, pour un DE. Ouais, tu as raison. Bah, c'est aussi ça les LLM, faut se dire que ça va permettre d'être une aide pour aller plus rapidement, hem, mais il faut pas que ça remplace non plus, la compétence. Ouais. Ouais, après tu as le plus gros danger de l'IA, c'est derrière, l'idiocratie. Mmh. Ouais. C'est qu'on fasse plus rien et qu'on demande tout cuit à une intelligence, en fait, on sous-traite l'intelligence. Mmh. C'est ce qui est dangereux parce qu'après quand tu as plus d'expertise humaine, c'est compliqué. Donc ce qui est pas le cas aujourd'hui parce qu'on je pense que les gens de notre âge et plus, sont pas touchés. Mmh. Par contre, tu vois, quelqu'un de très jeune aujourd'hui qui est sous perf, de l'IA, Ouais. qu'est-ce que ça donne dans le monde pro, tu vois, dans l'expertise, Mmh. moi personnellement, c'est quelque chose qui me dérange philosophiquement. Mmh. L'IA, c'est top à condition que tu aies fait tes preuves, en fait. Ouais, bien sûr, ça dépend toujours de l'utilisation. Parce que, tu peux partir Ouais, quand même d'un sujet que tu maîtrises pas, en demandant quelque chose à l'IA, il va te générer quelque chose, mais tu peux encore ouais. utiliser l'IA pour dire: «Alors là, ce bout-là, je le comprends pas. Est-ce que tu peux approfondir? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ça? Quels sont les avantages, les inconvénients?» Et essayer d'apprendre aussi avec l'IA. Mmh. Ouais. Moi, ça m'arrive sur certains sujets et c'est vraiment pratique. Ah non, mais on est d'accord qu'il faut utiliser l'IA, Mmh. mais il faut bosser aussi, lire des livres, faire de la veille, Mmh. écouter Data Watch Podcast. Exactement. Hem
pour quand même, s'intéresser au monde, aux évolutions, comprendre les évolutions, comprendre les techs, Mmh. avoir un avis, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ouais, ce serait bête de se priver de l'IA, Ouais, bien sûr. carrément. Donc plutôt réservé sur, l'utilisation, décrite dans l'article? Dans quel sens? Dans le sens où, l'article, il dit que ça facilite, l'accès aux données, des utilisateurs. Donc tu es plutôt réservé, tu dis qu'il faut plutôt, faire attention? Ouais, ouais, je pense qu'il faut quand même mettre des garde-fous, par Mmh. exemple, tu vois, un métier qui vient me voir, il m'explique ce qu'il a fait, heu, je pense que je peux lui répondre très vite, attention ou pas, Mmh. tu vois? Voir, au moins les grosses erreurs, Mmh. et s'il y a des choses qui nous semblent bizarres, on vérifie à 2. OK. Plutôt qu'une demande, «Pouvez-vous s'il vous plaît?» machin, et que tu vois? Et que ça s'accumule et que c'est une solution pour moi intermédiaire qui est intéressante vraiment. Mmh. Heu, c'est un juste milieu, je pense. Pour en tout cas aujourd'hui, tu vois? Ça se trouve dans 10 ans, les trucs vont répondre du tonnerre et ce qui se passe un peu en médecine, tu Ouais. vois? Moi aujourd'hui, je pense, si je me fais opérer des yeux, je préfère largement être opéré par une machine qu'une main humaine. Mais quand tu es tout au début, tu que la c'est pas éprouvé, tu as peur, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Donc après je sais pas, à quel point, on va arriver à une version, trusted quoi, digne de confiance. Mais Ouais. bon après je pense que si on met des milliards, c'est pas pour rien. Ouais, bien sûr. Donc Après, on met des milliards parce qu'on espère aussi avoir un retour sur investissement, supérieur. ouais, Ils voient le potentiel. ouais, oui. Et est-ce qu'il y a un phénomène de bulle, de spéculation, de course, ça mais c'est toujours comme ça depuis, toujours. Après la bulle, elle est longue quand même, hein. Ça fait déjà 1 an et demi que c'est sorti avec Ouais. ChatGPT. J'ai l'impression que ça dure encore, qu'il y a d'autres évolutions qui arrivent encore en plus. Donc je j'ai pas l'impression que c'est une bulle, à mon niveau. Bah, quand je parle de bulle, regarde la bulle internet. Mmh. C'était une bulle. Même si internet a perduré et est Mmh. complètement dans le paysage, dans notre société. Mmh. Mais il y a eu un trop plein Ouais. dans les au vers 2000, Mmh. où il y a eu des gens qui ont tout misé sur, des capitalisations bien trop élevées par rapport, à la réalité et ça a fait des dégâts. Mais ça veut pas dire que derrière, il y a pas eu, mais les GAFAM, tu vois? Mmh. Je pense qu'on est un peu dans le même cycle. Ouais, on Mais va voir après, comment ça va se je suis passer, ouais. personne pour, c'est juste mon avis qui vaut pas grand-chose, mais heu, à voir. Mmh. Ce qui est On va intéressant, tu vois, dans la vie, une des meilleures choses, je pense, c'est d'être curieux, puis de voir comment ça évolue. mmh. Ouais, je pense de toute façon qu'il va y avoir des évolutions au fur et à mesure, des années. Il va y avoir de l'innovation Mmh. et on va voir où est-ce que ça va porter, ouais. Ouais, ouais. Eh bien merci Axel. Bah, ouais, je t'en prie. Heu, Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout aussi s'il y a des analytics engineers dans l'audience, ne pas hésiter, à faire un retour Ouais. sur leur poste, leur vision, parce que nous on l'a interprété comme on a pu le lire dans l'article ou comment on a pu se renseigner, mais surtout, mettez en avant votre propre expérience et n'hésitez pas à regarder les prochains épisodes de Data Watch. Merci beaucoup Axel Merci à toi. et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut. Salut.